Lundi 26 novembre 2018, nouvelle semaine sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer tout de suite la météo de demain. Bonsoir aux populations de Soava dans le département de l'Atlantique. Eh bien, ce soir, nous avons deux rubriques. Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. C'était dimanche dernier, une journée qui met en lumière les violences faites aux femmes, mais également les propositions de solutions pour l'éradiquer. Autant savoir revient sur le silence des victimes, un silence coupable. 26 novembre 2018, les enfants des rues sont à l'honneur. Qui sont-ils? Comment se retrouvent-ils si loin de leur famille? Et surtout, comment sauver ces adultes en devenir avec l'expert? On s'y penche, on s'intéresse au sujet. Restez donc avec nous pour la réponse à ces différentes questions. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et il sera bien au rendez-vous avec Amandine Agnambossou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Agnate Bello. Qu'avons-nous donc comme information ce soir? Au menu du journal ce soir, éviter les cas d'accidents sur les routes. C'est bien possible. Les usagers de la route sont invités à changer de comportement, surtout en cette période de fin d'année. Nous parlerons également de la trisomie 21, une anomalie génétique qui touche un enfant sur 750 naissances. Et puis, nous irons à la découverte du marché du poisson fumé. On y retrouve toutes sortes de poissons pour le bonheur des consommateurs. Voilà, poisson fumé que nous adorons, hein, n'est-ce pas? Et Amandine Agnambossou, on vous retrouve avec grand plaisir à 19h45. Le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer, l'expert. Voilà, notre expert est déjà là et bien installé à nos côtés. Avec lui, on s'intéresse aux enfants des rues, comment sauver ces adultes en puissance. Bonsoir, monsieur Gervais Yansounou. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va. Alors, avec vous, on s'intéresse aux enfants des rues, mais d'abord, je rappelle que vous êtes spécialiste de la protection des droits de l'enfant. Alors, ma première question, c'est de savoir, est-ce que pour vous, les enfants des rues ont aussi des droits? Oui, ils ont des droits parce qu'ils sont des enfants. Ils sont des enfants, je crois. Les enfants des rues sont des enfants comme les autres et ils sont déjà, étant dans la rue, ils sont en situation de vulnérabilité. Oui. Parce que vous savez, même pour un adulte, ce n'est pas facile de dormir à la belle étoile. C'est sûr. Donc, retrouver des enfants qui sont dans les marchés, dans les activités économiques, au niveau des carrefours, au niveau des feux, en train de vendre sur les chantiers et autres, c'est déjà des enfants qui sont en train de vivre des situations qui ne sont pas ordinaires. Donc, ils ont besoin, dans leur vulnérabilité, d'être accompagnés, d'être pris en charge et d'être retirés
de cet environnement qui n'est pas protecteur de leurs droits. D'accord. Avant qu'on en vienne justement aux propositions de solutions pour la protection des droits de ces enfants, dites-nous un peu, qui sont ces enfants que nous retrouvons dans nos rues? Okay. Les enfants en situation de rue sont des enfants comme tout autre enfant. C'est des enfants qui, entre-temps, à un certain moment de leur vie, ont vécu normalement dans une famille, sous un toit, ils ont mangé, ils se sont couchés au chaud. Mais de par une rupture avec leur famille, ils ont décidé de se retrouver dans la rue. Ou de par des situations économiques, ils se sont retrouvés dans la rue. De par aussi parfois la méconnaissance de leurs droits et la méconnaissance du danger. Il y a des parents aussi qui mettent leurs enfants dans la rue. Et au niveau de cette thématique, au Bénin, la littérature distingue deux catégories d'enfants. On parle des enfants dans la rue et les enfants de la rue. D'accord. Parlant des enfants. C'est juste une nuance ou c'est une différence? C'est une différence. C'est une différence parce que pour accompagner, prendre en charge un enfant vulnérable, il faut d'abord établir son profil et c'est par rapport à son profil que les solutions lui sont proposées. Et lorsqu'on parle d'enfants dans la rue, c'est un peu des enfants qui ont élu domicile dans la rue. Ils vivent dans la rue, ils mangent dans la rue, ils dorment dans la rue. Les enfants de la rue sont des enfants qui... Non, je fais un mélange. Les enfants de la rue sont des enfants qui ont élu domicile dans la rue. Carrément dans la rue. Oui. Donc, les enfants dans la rue, c'est des enfants qui ont encore le lien avec leur famille et qui viennent momentanément passer du temps de façon sporadique dans la rue. Vous voyez, en même temps que lorsqu'on parle d'enfants de la rue, ça dit qu'un enfant de la rue, on remarque que la rupture avec la famille, elle est totale. Et presque nette. Alors que dans la rue, c'est qu'il y a encore une certaine relation avec la famille. Donc, de façon globale, c'est un peu la description qu'on peut faire de cette cible-là. Alors, comme vous le disiez tantôt, les solutions que vous proposez à ces enfants sont différentes, dépendent de leur catégorie, de leur situation. Est-ce parce que dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire au niveau des enfants dans la rue, il y a le facteur famille, qu'on n'est pas obligé d'avoir recours aux mêmes solutions? C'est déjà le problème. Le motif, le problème qui a mis cet enfant, qui a créé la rupture avec la famille de cet enfant. Parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les liens qui sont brisés et qu'il faut colmater? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant? Parce que vous allez remarquer que ce n'est pas facile de se soustraire d'un environnement qui viole vos droits, qui vous expose à des dangers. Mais lorsqu'il arrive que des enfants décident de créer cette rupture-là, c'est des enfants qui ont des objectifs et qui tiennent à les atteindre. Non, mais si vous permettez, avec tout le respect que je vous dois et tout, je me demande si véritablement tous ces enfants qui se retrouvent dans la rue, c'est parce que le cadre dans lequel ils étaient, le cadre familial, n'était peut-être pas favorable. On a peut-être des enfants qui sont juste des enfants capricieux, excusez le terme. Ah oui, quand nous parlons souvent d'enfants capricieux, les caprices, l'enfant les tire d'où? C'est encore la faute aux adultes. Qui est responsable de cet enfant-là, qui l'a mis au monde et qui est responsable? Notre arsenal juridique fait du parent le premier garant des droits de l'enfant. Et après l'État. Oui. L'État, on dira, c'est vous et c'est nous. Oui. Donc, comment on a fait pour qu'un enfant qui n'a pas demandé à naître puisse se retrouver... Choisisse d'aller dans la rue. Avoir l'intelligence, permettez-moi le thème, de décider de se retrouver dans la rue. C'est peut-être pas une question d'âge. Justement, parlons un peu de la tranche d'âge. Il paraît que c'est beaucoup plus dans l'adolescence qu'on retrouve ces enfants dans la rue et moins des enfants... Allez dans le marché, aller dans nos feux, vous allez voir les enfants de 8 ans. Mais là, c'est des enfants dans la rue et non des enfants de la rue. Vous allez voir des enfants dans la rue, des enfants de la rue de moins de 10 ans dans notre pays, même à Cotonou. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas que l'âge, c'est le contexte dans lequel l'enfant vit. Comment on s'occupe de cet enfant, comment on prend en compte ses aspirations et ses droits. Vous voyez, dans la Convention relative aux droits de l'enfant, la question de participation de l'enfant est un principe, fait partie des 4 principes. Et un enfant dans une famille, est-ce qu'il a écouté? Est-ce que ses besoins... Il vous arrive de demander à votre enfant qu'est-ce qu'il va manger le soir? Il vous arrive de le faire. Pourquoi pas ne pas demander ce qu'il veut, pourquoi il le veut et ne pas l'accompagner? À un moment donné, des enfants peuvent se retrouver, il arrive, nous voyons des enfants en situation de rue, qui se retrouvent dans leur famille comme une personne externe. Et ils décident de partir. Mais ce n'est pas toutes les fois
Ce n'est pas toutes les fois. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs raisons. Plusieurs cas. Il y a aussi des cas, des problèmes économiques. Il y a des enfants qui décident de prendre leur destin en main. Ils ne sont pas scolarisés, ils n'ont pas droit à une formation. Eux-mêmes décident d'aller chercher l'argent eux-mêmes dans la rue pour pouvoir faire ceci. D'accord. Alors, de par nos recherches, nous, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes de violence, des problèmes de drogue, peut-être d'un des parents ou même de l'enfant en question, alcoolisme, décès d'un parent. Ça, on n'en parle pas souvent. Dans les rues, on a beaucoup d'orphelins. Oui, mais la question d'orphelin ne peut pas amener un enfant dans la rue parce que vous savez, on est en Afrique. On a une et la grande famille, on a une grande famille. On ne peut pas dire aujourd'hui que lorsqu'un enfant perd son papa ou sa maman ou les deux, c'est une situation d'office de vulnérabilité pour un enfant dans notre contexte. Toutefois, il y a des cas isolés d'enfants dans ce rang-là. Mais il faut noter aussi que la délinquance est aussi un facteur. La délinquance, dans ce profil, on rencontre aussi les enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire que des enfants qui adhèrent à des bandes, et qui ont des comportements déviants et qui se retrouvent dans ces situations-là. Et par rapport à ces cas d'enfants en conflit avec la loi, il y a aussi les approches qui vont avec pour les accompagner. Alors, ce qui est dommage, c'est que qu'on le veuille ou pas, ces enfants sont appelés à grandir et à devenir des adultes qui sont censés servir leur nation. Comment est-ce qu'on s'y prend pour les récupérer et s'assurer qu'on aura, in fine, des adultes capables pour le pays? Je crois qu'il y a des dispositifs en place chez nous au Bénin et notre pays a adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant qui, dans son article 20, demande aux États membres de mettre en place des dispositifs de prise en charge, de protection des enfants. Est-ce que ces dispositifs sont efficaces? Des enfants qui ont perdu la protection de type parental. Et parlant des dispositifs, je peux vous dire qu'au Bénin, on a au moins plus de 85 centres de promotion sociale mis en place par l'État et qui sont là pour les actions sociales et pour la protection des enfants de façon spécifique, ceux en situation de rue. Nous avons aussi des ONG internationales ou nationales qui accompagnent cette politique-là à travers des dispositifs. Et parlant de dispositifs, nous avons au niveau de ces zones-là des milieux ouverts, par exemple des centres d'écoute et d'orientation qui mettent en place des activités ludiques pour ces enfants-là. Et ces enfants ne sont pas jugés, ils peuvent se sentir à l'aise de s'exprimer. C'est de la perfection de l'assistance sociale, du travailleur social, de ne pas déjà juger une personne vulnérable, de se mettre à la place de cette personne-là. C'est pour ça, au début, je disais, pour pouvoir accompagner ces enfants, il faut comprendre ce qu'ils vivent. Donc, se mettre un peu dans leur peau. Prendre ces enfants-là comme déjà des acteurs de leur propre protection et pouvoir les traiter comme tels. Ne pas prendre un enfant en situation de rue comme d'office un délinquant. Ils sont pas tous des vulnérable et même s'il est délinquant, il est encore un enfant, on peut encore le récupérer. L'objectif, in fine, c'est de le récupérer, de pouvoir le réinsérer. Donc, à travers ces actions d'écoute de ces enfants, on arrive à comprendre la situation et pour certains, rétablir le lien avec la famille et travailler à une réinsertion sociale. Mais est-ce que la famille est prête à accueillir encore cet enfant? Pas toutes les fois. Peut-être un enfant, comme on le dit. On a dans notre pays, c'est vrai qu'il y a la question de développement économique, la question d'argent qui se pose parfois à certaines familles, mais quand même, c'est peut-être parce qu'il n'a pas à manger à la maison qu'il est sorti. On peut travailler à renforcer la famille pour pouvoir avoir un cadre protecteur pour le retour de cet enfant-là. Toutefois, lorsque le retour n'est pas envisageable, on peut protéger l'enfant. Donc, il y a des cas où le retour à la maison n'est pas envisageable. On arrive à définir. Pour un cas, on peut retourner un enfant sur 1 an. Il peut arriver un cas où on n'arrive pas à le retourner sur 5 ans. Mais on peut travailler avec lui parce que l'idée, c'est quoi? Est-ce que l'enfant a un projet? Parce qu'à la fin, est-ce qu'on peut avoir un adulte? Ce qui suppose un enfant avec un projet. À 10 ans, est-ce qu'on a déjà un projet de vie? Oui, à 10 ans. Demandez à un enfant à 10 ans qui est bien accompagné, il peut vous dire j'ai envie de. Même si c'est un rêve, il peut s'accrocher à ce rêve-là. Quitte à ce qu'en se développant, ce rêve devienne de plus en plus peaufiné et de plus en plus objectif. Mais c'est d'aider cet enfant-là à se projeter parce que s'il ne se projette pas, il va aller vers tout ce qui se propose. Donc déjà avec ces enfants, on aide à avoir un objectif et en travaillant avec eux, si cet objectif, on peut arriver à une réinsertion professionnelle. Mais la réinsertion, elle est juste professionnelle ou c'est possible pour ces enfants d'être scolarisés comme tout le monde et étudier? Je vous parlais par exemple des enfants de moins de 8 ans. Vous convenez avec moi qu'un enfant de moins de 8 ans, même s'il a été déscolarisé, on peut le réinsérer à l'école. Mais on a aussi des programmes de cours accélérés aujourd'hui
avec l'accompagnement de l'UNICEF, c'est des programmes qui sont mis en place et qui permettent à des enfants qui ne peuvent plus retourner dans le système formel de bénéficier d'un programme qui leur permet d'avoir le CEPE. Et après, même en formation professionnelle, on peut leur faire une formation de type dual où il va à la formation pratique, mais il va à une formation théorique, il étudie pour avoir aussi le niveau requis. Donc aujourd'hui, il y a des programmes qui permettent à ces enfants-là d'être réinsérés, même si le lien n'est pas d'office établi avec la famille. D'accord. Mais déjà, avant tout, moi je me demande, est-ce que vous y croyez véritablement, vous, en tant qu'acteur social, est-ce que vous y croyez un enfant de rue qu'on arrive à récupérer et qui, à la fin, est utile à la société? Ce à quoi on ne peut pas croire, c'est de ne plus avoir les enfants dans la rue. D'accord. On ne peut pas croire à ça. On ne peut pas arriver à ne pas avoir des enfants dans la rue. Mais on peut arriver à réinsérer des enfants et à avoir des tous cas les de enfants. succès, à réinsérer tous L'UNESCO les enfants. parle de 150 millions d'enfants dans le monde. On peut arriver à réinsérer tous les enfants en situation de rue si tant est qu'on met en place les mesures et les moyens qu'il faut. Parce qu'il y a des approches qui marchent. Il y a des approches, vous questionnez les ONG. Oui, vous avez parlé de succès tout à l'heure quand on était dans les cours. Vous questionnez les acteurs qui travaillent sur cette problématique-là. Ils vous diront sur le rapport annuel combien de taux de réussite ils ont et des échecs qu'ils ont. Déjà partagez avec nous vos taux de réussite. Vous, à quel niveau, si on prend 10 enfants, est-ce qu'on arrive à en récupérer au moins 2? Oui. On arrive à en récupérer au moins 2 et on arrive à protéger les 10 qui sont dans la rue. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que les droits de l'enfant soient respectés. Tout en étant dans la rue, il peut avoir une protection de ses droits? Oui. Déjà qu'on essaie de ne pas l'exploiter. On essaie de ne pas l'exploiter. On essaie de le mettre dans un système de formation. On essaie de lui trouver un environnement sécurisé la nuit. Où il peut dormir. Où il peut dormir. Vous avez parlé de ces centres-là. Justement, parce que ouverts dans la plupart des marchés. Des centres ouverts dans les marchés où les enfants peuvent aller passer la nuit, sortir pour aller mener leurs activités dans la journée. Parce que le problème, lorsqu'on décide systématiquement de les retourner en famille et que le problème qui a causé le départ de la famille n'est pas réglé, c'est que c'est retour à l'envoyeur. Vous allez encore retrouver cet enfant. Donc, il ne viendra plus peut-être vers vous. Il passera ailleurs. C'est peut-être se voiler la face que de dire pas d'enfants dans la rue et on fait une opération, on ramasse tous les enfants. Mais lorsqu'on ne règle pas les problèmes de façon spécifique par enfant, c'est qu'on risque de saupoudrer et de ne pas atteindre l'objectif qu'il faut. Donc, je crois à la réinsertion réussie de tous les enfants en situation de rue. Merci, votre message est passé. Gervais Yansounou, nous rappelons que vous êtes spécialiste de la protection des droits de l'enfant. Avec vous, nous nous sommes intéressés aux enfants de rue. Eh bien, c'est clair, c'est possible de les réinsérer. Cessons de mettre une mauvaise étiquette sur ces enfants de rue. Ils ne sont pas tous des délinquants, ils ont juste besoin d'être accompagnés. C'est le message que nous avons pour vous, chers téléspectateurs, ce lundi 26 novembre. Merci d'avoir été des nôtres. On passe à une autre rubrique à présent, Autant savoir. Mesdames et messieurs, le plateau d'Autant savoir démarre ici. Aujourd'hui, on s'intéresse à la violence contre les femmes, le silence coupable des victimes. Et nous recevons pour vous ce soir Solange Aranzo Legonou. Elle est juriste sociologue et elle est la présidente du ROIFEM. Alors, le ROIFEM, c'est le réseau des ONG et associations de femmes contre la féminisation et les violences basées sur le genre. Bonsoir, Madame Legonou, comment vous allez? Bonsoir, Madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, merci. Vous êtes une femme qui défend des femmes. Déjà, dites-nous, est-ce que, de façon générale, on peut dire qu'au Bénin, on a beaucoup de femmes qui sont violentées, qui subissent la violence? Oui. Là, je réponds par l'affirmatif. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont violentées, mais qui subissent ces violences-là réellement à huis clos, comme on le dit, sans en parler, sans vouloir que l'on le sache d'ailleurs. D'accord. Malheureusement. Oui, mais déjà, est-ce que souvent on ne comprend pas toujours c'est quoi la violence? Quand on parle de violence faite aux femmes, qu'est-ce qu'on y met? La violence faite aux femmes, c'est toute forme de brutalité qu'on peut exercer sur la femme. Et là, quand je dis brutalité, c'est sous toutes les formes. C'est le mental, c'est le physique, c'est, disons, le mariage forcé par exemple chez nous. C'est mon courante. Le viol,
le harcèlement sexuel, disons les violences morales, financières. Il y a toutes sortes de violences qu'on peut faire vis-à-vis de la femme. Quelles sont les plus marquantes pour les victimes? Les plus remarquables, c'est les violences physiques. C'est lorsqu'on bastonne, par exemple, la femme. Il y a des traces. Ça laisse des traces. Ça laisse généralement des blessures physiques qu'on peut voir, qu'on peut... Bon, quelquefois... Il y a même des femmes qui décèdent, hein, sous le coup, oui. sous les coups de leur conjoint. Je ne vous le fais pas dire, ça c'est réel. Il y a beaucoup de choses qui se passent, malheureusement, dans l'anonymat total. Et quand nous parlons de physique, il faut dire aussi que quelquefois, même le mental intervient. Oui. Il y a la forme psychologique qui intervient. Il y a tout, c'est réellement tout un ensemble, malheureusement, et ça continue. Et lorsqu'on le dit, généralement, on pense même que c'est seulement dans les villages. Oui, c'est ça. On pense que c'est dans les contrées reculées. Non, 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 nous avons ça à côté de nous. En ville, hein? Pleinement, même la capitale. Et peut-être même chez des femmes qui se disent émancipées. Merci, madame. Merci réellement pour avoir mis vraiment le doigt sur cet aspect-là. Il y a des femmes insoupçonnées aujourd'hui qui subissent ça, qui subissent les violences. Bon, donc elles ont assez de difficultés pour en parler. Notre rôle à nous, c'est de les amener à se vider un peu, à voir quand même qu'elles ne sont pas seules d'abord. Elles ne sont pas seules dans ces violences. Elles subissent, mais elles peuvent en parler. En parler pour que l'on puisse savoir ce qu'on peut faire. En parler pour que leurs enfants ne subissent pas le même sort aussi. Parce que nous sommes les femmes. Nous sommes des femmes. C'est nous qui éduquons les enfants. Les filles, c'est les femmes qui les éduquent. Et les hommes aussi, hein? C'est nous qui les éduquons. Oui, vous avez raison, pleinement raison d'ailleurs. Nous éduquons les enfants d'une manière générale. Et si déjà, à la maison, on voit la maman qui est bastonnée du matin au soir, on voit la maman qui peut être déshabillée, qui peut être, permettez de le dire, qui peut être même violée à tout moment par le mari à la maison. La fille, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non, mais cette question de viol au sein du couple, beaucoup n'y croient pas. On se dit, c'est pas possible qu'une femme mariée, une femme qui vit sous le toit d'un homme soit violée. À un moment ou à un autre, il y a eu consentement. À un moment ou à un autre, il y a eu consentement. Oui, mais c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Vous discutez avec ces femmes-là. Est-ce que pour elles, c'est vraiment un viol? Parce que quand c'est un viol, c'est d'abord dans la tête qu'on le ressent. C'est pourquoi j'ai vraiment adoré la thématique que vous avez. Oui. Le silence coupable de ces victimes. Elles subissent, mais elles ne veulent pas en parler. C'est terrible. Elles subissent. Les parents sont là, voient, mais on n'en parle pas. Et on dit même qu'on ne doit pas en parler. Non, vous êtes entre vous. Les femmes mariées sont violées. Le linge sale se lave en famille. Mais quand le linge est trop sale, quand le linge continue à être sali, pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut même amener à la mort. Et la mort ne subit pas ça plusieurs fois. C'est clair, hein, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. C'est bien drôle. Je m'excuse, mesdames et messieurs, c'est clair que c'est un sujet sérieux, mais on est tous d'accord qu'on meurt une seule fois. Et dans ces conditions, on est obligé de lutter contre. On est obligé de lutter contre. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans les violences faites aux femmes. Ce n'est pas pour leur dire quitter les maris. D'accord. Non. Nous ne leur conseillons pas de quitter les maris, de faire le divorce, d'amener même les maris en prison et autres. Non. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de pouvoir leur dire ça ne devrait pas se passer ainsi. Mais justement, à quel moment la femme décide de se soustraire à ce milieu qui lui nuit, à un homme qui la violente? À quel moment elle dit « je veux partir, j'en ai marre, je ne peux plus supporter ». Voilà. C'est peut-être de là que vient le déclic. Et c'est réellement là le problème. C'est réellement là le problème. Ce moment-là, à déterminer, c'est réellement difficile. Parce que je ne dois pas quitter le mari. Si je quittais le mari et mes enfants, et qu'est-ce que diront les parents? Et on enchaîne. Et ça, c'est d'année en année. Nous disons non.
Même la première fois, on peut en parler déjà. Mais est-ce que la solution que vous leur proposez, c'est seulement quitter leur mari? Il y a peut-être Nous des ne couples qui peuvent... ne conseillons même pas ça. Parce que souvent, c'est ce qui Non. se dit. On dit les ONG qui Non, luttent pour non. l'élimination contre les violences faites aux femmes. Non. Elles ne sont pas pour le mariage. Elles Non. veulent qu'on puisse... Parce que c'est seule la femme qui sait ce qu'elle subit chez son mari. Qui peut décider. Et qui peut décider. Le cœur, nous ne l'avons pas. C'est elle seule qui sait. Dans ces conditions, nous l'amenons plutôt à comprendre ce qu'elle vit. Mais cela ne renforce pas les tests que nous avons, des applications, tous les tests d'application. Et c'est pourquoi il faut faire connaître les tests. Les tests, nous disons aujourd'hui... Vous avez l'impression qu'il y a une méconnaissance des tests sur le terrain? Bien sûr, sur le terrain. À quel niveau? Dans les villages, dans nos contrées lointaines, les hommes, les femmes, qui ne connaît pas les tests? Puisque nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, malheureusement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les tests. On ne connaît même pas l'existence de ces tests-là. Et lorsque vous faites sortir ça, ah bon, et depuis quand? Et depuis quand? Depuis quand? Donc, il faut davantage sensibiliser. Il faut davantage sensibiliser. Et je dirais même, les tests ne suffisent même pas. Il faut amener les femmes à aller vraiment vers le danger, à voir qu'elles sont en train de vivre un danger en permanence. Et lorsque, bon, nous parlons de la mort tout à l'heure, lorsqu'elles ne seront pas là, les enfants vont vivre. Les enfants sont toujours là. Donc il ne faudrait pas qu'on chante tout le temps et que deviendront les enfants si je quittais et que deviennent... Non. Il faut avoir le courage de voir le danger en face. J'allais dire, par exemple, une femme qui se fait bastonner. Et là, je mesure vraiment les mots en le disant, par son mari. Lorsqu'elle est en état de grossesse, à 8 mois de grossesse, et chez elle, et devant les voisins, et devant, sur le portail et autres, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mari-là? C'est non seulement une violence, mais c'est de l'humiliation. Et c'est pourquoi je dis que les violences, on peut les catégoriser, mais quelquefois on retrouve plusieurs violences. Dans le seul acte, on peut retrouver plusieurs types de violences. Voilà, exactement. Mais justement, parlons un peu des sanctions. Est-ce que les sanctions sont assez lourdes? Bien sûr, les sanctions sont là, mais il faudrait qu'on aille vers les sanctions. Il faudrait d'abord que la femme accepte... Qu'elle dépasse son silence. Voilà, d'aller vers les juridictions, dénoncer et dire réellement je subis ça, et je ne peux plus avancer. Il faudrait... C'est là que la justice intervient. Mais voilà que la femme ne veut pas parler. Mais une femme mais maintenant, il faut dire, de plus en plus les femmes parlent. Elles parlent de plus en plus. De plus en plus les femmes parlent. Justement, il y a un autre processus, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'attendre que ce soit les victimes elles-mêmes qui s'expriment. Si vous avez des cas dans votre entourage, on peut dénoncer, on peut en parler. On peut en parler, mais malheureusement, si la victime refuse de reconnaître qu'elle vit ça, là, on est encore bloqué complètement. Et il arrive des fois, la voisine à côté vient vous voir pour vous dire, mais dans ma maison, il y a tant, ça ne peut pas continuer, venez à son secours. Vous allez effectivement, vous voyez qu'il n'y a rien à faire. Elle est tout le temps en pleurs, elle est bastonnée tout le temps, les signes sont là, palpables. Mais lorsque vous demandez à la femme, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier jour, elle peut même accepter d'aller dénoncer. Oui, maintenant je suis fatiguée, je vais mourir, je vais aller. Elle dénonce le premier jour, le second jour, elle vous dire, ah non, c'est vous qui m'avez amené à dénoncer ça. Hein. Moi, je ne voudrais pas avoir ça. Mais de plus en plus, il faut quand même féliciter certaines femmes qui acceptent d'aller jusqu'au bout. Donc, on a déjà des personnes, oh, bien sûr, des coupables qui se sont bien sûr, de plus en plus. Et ces maris-là, quand ils sortent, bien au contraire, ils reconnaissent leur tort. Et quelquefois même, on vient demander pardon à leur belle famille. Non, je n'étais pas vraiment renseigné, je ne savais pas que vraiment je faisais du mal. Est-ce qu'on peut ne pas savoir Non, mais quand vous en arrivez à ce degré de violence, non, ça peut arriver. On peut ne pas en être conscient. C'est sous le coup de la colère et tout ça. Non, ça peut se justifier. Vous êtes quand même, vous défendez les femmes. Est-ce que pour vous, une violence à ce niveau, ça peut se justifier? Et c'est pourquoi je dis quelquefois les hommes qu'ils m'excusent réellement, ils sont nos pères, ils sont nos maris, ils sont tous nos garçons à la maison, mais il faudrait que on dise et redise peut-être plusieurs fois que nous ne sommes pas des animaux tout simplement.
Nous sommes des animaux qui réfléchissent. Nous avons quelque chose De plus que ces animaux-là. que ces animaux-là. Il faudrait qu'on le dise. Et ça, c'est d'abord le rôle de la femme même. D'accord. Lorsque nous avons les garçons à la maison, dès le bas âge, essayons de leur apprendre. La brutalité ne nous amène nulle part. Il faut arriver à dialoguer. Il faut arriver à comprendre l'autre. Il faut arriver à se mettre à la place de l'autre. Ce que nous ne faisons pas généralement. D'accord. Et c'est ça qui amène un Ces peu ça comportements déviants-là. Bon, on est à quelques secondes de la fin de cette rubrique. J'aimerais qu'on puisse parler brièvement des perspectives pour ces femmes-là qui sont victimes de violences et qui sont toujours en train de se taire. Quelles sont leurs perspectives? C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère de famille, je leur dis, s'il vous plaît, dénoncez, parlez. Parler, ce n'est pas qu'on veut vous amener à divorcer nécessairement, non. Vous n'allez peut-être pas quitter votre mari, mais on doit amener le mari à comprendre que vous êtes un être humain. Vous êtes aussi un être sensible. Vous êtes un être qui demande à vivre comme tout le monde. Donc, parlez. Un. Deuxièmement, essayez d'éduquer les enfants à la maison. Essayez de parler. En même temps, lorsqu'on dit aux filles, on ne doit pas faire ceci, 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 il faut arriver à dire aussi aux garçons, ça ne se fait pas dans une société. Quand on veut construire vraiment sa vie, on ne doit pas aller à ces degrés de brutalité, à ces violences-là. Il faudrait qu'on commence à le dire aux garçons, très petits d'ailleurs, très très jeunes, il faudrait qu'ils comprennent ça. Et maintenant, à tous ces maris qui nous regardent aujourd'hui, je leur dirai, la femme qui est à côté de vous, c'est un cadeau divin. Essayez de les chouchouter, essayez de les comprendre. Essayez de leur donner le maximum de tendresse qu'il faut. Et vous verrez que vous vivrez très longtemps avec vos enfants et dans une famille correcte. Merci à vous, Madame Solange Aranzo-Legonou. Vous êtes juriste sociologue, mais vous êtes aussi présidente du Roi Femme. Avec vous, on s'est intéressé à ce silence coupable des victimes des violences. On s'est intéressé également aux lois, à l'application et à comment amener ces femmes-là à s'émanciper un peu plus de la domination de ces hommes violents.
cœur de l'Afrique noire, berceau de l'humanité, le Bénin vous ouvre ses portes et vous dévoile des mystères enfouis depuis la nuit des temps. Sillonnez le pays et découvrez ses richesses. Osez la rencontre avec un peuple accueillant qui saura vous faire partager son énergie et son héritage. Émerveillez vos papilles à la découverte de nouvelles saveurs. Renouez avec la nature dans des paysages à couper le souffle. Imprégnez-vous de sa culture, de ses coutumes et de son savoir-faire. Rafraîchissez-vous dans les cascades tumultueuses de l'Atacora. Aventurez-vous dans les réserves animalières du Nord à la rencontre de la faune africaine et emplissez vos poumons du souffle bienfaiteur de l'harmattan, le vent du désert. Vibrez au rythme de la musique et des danses ancestrales de la terre du vaudou. Admirez les 1000 visages de ce pays. Explorez, contemplez, vivez le Bénin. Bénin, l'Afrique généreuse. BB24. BB24 télévision Tigan. BB24
Adjama Tionwe. BB24, le développement est notre affaire. Et nous allons à présent passer à la rédaction pour le journal. Amandine Agnambossou, on la laisse présenter le 1945. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Plus d'1,25 million de personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la route. Il est bien possible d'éviter les cas d'accident en cette période de fin d'année. Maladie incurable, la trisomie 21 est une anomalie génétique qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. La prise en charge des malades reste la seule alternative. Et puis nous irons à la découverte du marché du poisson fumé. On y retrouve toutes sortes de poissons pour le bonheur des consommateurs. Les réalités de vente et d'achat de ce produit sont diversifiées. Merci de votre fidélité. Réduire ou même éviter les cas d'accident sur la route, c'est bien possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les responsables en charge de la sécurité routière appellent chaque fois les usagers de la route à de bons comportements et à la patience. Ce reportage que vous allez suivre est un rappel de la conduite à tenir par les acteurs de la sécurité routière et conducteurs, surtout en cette période de fin d'année, pour éviter les accidents de circulation. Bernal Djogbe, Calvado Arwanou, Estelle Pazou.
Quand un accident de la route survient, il est souvent trop tard. Trop tard pour sauver des vies, trop tard pour éviter les dégâts corporels. Pourtant, ces événements imprévisibles peuvent être évités. Les cas d'accidents de circulation sur nos routes peuvent être réduits en agissant sur tous les acteurs intervenant dans la chaîne de sécurité routière, à savoir depuis l'éducation familiale, les auto-écoles, la police, le Centre national de sécurité routière. Le CNSF fait déjà un certain nombre d'efforts. Seulement, il faut continuer la sensibilisation, se faire aider par les agents de sécurité pour aller descendre sur le terrain et essayer d'amener ces indélicats qui sont dans la circulation, qui font des excès de vitesse, à réduire leur vitesse, parce que généralement, c'est la vitesse qui amène à des accidents de circulation et qui entraîne des dégâts très graves. Des propos qui reçoivent écho favorable chez quelques conducteurs rencontrés, qui savent et qui disent qu'ils ont leur partition à jouer pour réduire les cas d'accident sur nos routes. Si quelqu'un qui sait qu'il doit aller sur son lieu de travail à 7 heures peut quitter, par exemple, à la maison 5h30, 6h comme ça, il peut réduire l'excès de vitesse et réduire aussi le taux d'accident sur la voie. En temps, je filais vraiment. J'ai décidé de réduire un peu ma vitesse de conduite. Donc actuellement, je peux dire que j'essaye de ne pas trop filer pour éviter moi-même de causer d'accidents à d'autres et de me faire aussi du mal, quoi. On dit très souvent qu'il va lentement mais sûrement. Bon, j'essaie d'aller un peu, au moins à 30 km à l'heure. Je respecte les feux tricolores. Voilà. C'est la conscience de chacun. Il faut que chacun soit responsable en conduisant. Si c'est quelqu'un qui est sur une moto à 2 roues, il doit toujours mettre son casque et être prudent. C'est tout. Pour la fin d'année qui pointe à l'horizon et qui est souvent caractérisée par une circulation dense et des excès de vitesse, les conducteurs sont appelés à la prudence et à quelques précautions. Pendant ce temps, il y a d'affluence, tout le monde bouge, on va vers les marchés, donc les rues sont occupées. Et pendant que les gens font ça, il y a certains qui sont pressés d'aller faire leurs achats, donc il y a certains qui sont en joie pour les fêtes, donc ils courent. Il y a certains qui sont dans les soucis parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc dans ces soucis, ils s'oublient parfois en traversant la route. C'est tout ça, ce sont des facteurs à risque. Moi, je conseillerais surtout d'aller plus vite, plutôt aller acheter ce qu'on a acheté pour les fêtes et ne plus sortir pendant les derniers moments de la fête. Parlons maintenant santé, plus connue sous l'appellation de mongolisme. La trisomie 21 est une anomalie génétique qui touche un enfant sur 750 naissances. Objet de multiples considérations, les enfants trisomiques se reconnaissent à leur physique semblable. Qu'est-ce qui explique cette malformation et qu'en est-il de la prise en charge des trisomiques 21? Marianne Bossemede, Igor Ayoso. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles.
Par contre, une femme trisomique a 50%, je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, il y a des facteurs favorisants. Cette malformation survient généralement chez les femmes âgées. Au Bénin, essentiellement, les études ont montré qu'une femme, après 25 ans, a un risque sur 700 ou 1 sur 1000 pour faire des enfants trisomiques. Mais plus l'âge avance et plus le risque est plus important. Mieux vaut donc s'y prendre tôt pour éviter des complications congénitales. Ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Lorsqu'on s'en occupe bien, on améliore leur qualité de vie et on améliore aussi leur espérance de vie. Parce qu'ils vieillissent très, très vite, mais ils peuvent aller au-delà de 50 ans. Une espérance de vie qui est fonction du soutien. Les parents doivent donc faire attention à tout élément ou signe inquiétant concernant les enfants. Lorsque un parent découvre que son enfant n'évolue pas comme les autres, il ait le courage de venir voir un médecin pour qu'on puisse lui expliquer exactement de quoi il s'agit et ce qu'on peut offrir à cet enfant-là pour lui permettre vraiment de se développer assez bien aussi. Au Bénin, il représente un excellent allié pour les mets locaux. Les poissons fumés regorgent de plusieurs vitamines et sont surtout appréciés pour leur arôme. Sur le marché, les réalités de vente et d'achat de ce produit sont diversifiées. Vendeuses et clientes se confient, découvrant le marché de poissons fumés à Cotonou avec Igor Ayosso et Gloria Oni. Déjà 8 heures du matin, ces dames revendeuses du poisson fumé s'installent ici dans le plus grand marché du Bénin. Marchandises exposées, négociations serrées. Entre l'offre et la demande, les deux parties s'entendent sur le prix à payer. C'est parce que je veux acheter que je suis venue au marché. Emballe-moi ça. Cette cliente parvient à s'acheter une petite portion de ce poisson fumé dont elle raffole. Quand j'achète ce poisson, je fais la sauce gluante ou du riz au gras avec. Je prépare aussi des sauces aux légumes avec. J'aime bien ce poisson pour ses nombreuses vitamines. Ici, la clientèle est rare, la demande réduite. Malgré cette situation, elles maintiennent leur commerce. Pour avoir un bénéfice de 500 francs CFA, c'est la croix et la bannière. Les Béninois comme les étrangers ne nous comprennent souvent pas sur le prix de vente. Pourtant, on est tout le temps ici car nos enfants doivent manger. Ces poissons fumés viennent de plusieurs horizons. Le poisson fumé acheté ici est autre que ce qu'on importe. Ce qui vient du Ghana est de la mer. Or, ici, on a les poissons comme les carpes, les frettins, les poissons-chats et autres. Dans ce marché, les revendeuses du poisson fumé sont presque de la même ethnie. Elles s'entendent pour harmoniser leur prix, de sorte que près de 65% retournent à leur domicile avec un bénéfice de 2000 francs CFA au moins. Ici, nous sommes tous 7 roula tofin. Nous ne détournons pas les clients de nos voisines. En plus, nous nous entendons très bien sur le prix de vente à l'unanimité. Ici comme ailleurs, cette activité génératrice de revenus permet de dynamiser l'économie locale.
Le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement burkinabé ont lancé le projet d'appui à la promotion des filières agricoles. C'est un projet qui concerne 4 filières que sont le riz, le maraîchage, le sésame et le niébé. Elle vise à accroître la productivité des petits exploitants agricoles et à contribuer à une amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que des revenus des populations des régions de la boucle de Mohon, des Cascades et des Hauts-Bassins. Environ 57 000 ménages devraient bénéficier d'un appui à la production d'un coup de pouce pour l'établissement ou le renforcement de leur micro-entreprise et d'un appui au développement des filières. En 2018-2019, le surplus mondial de café pourrait s'établir à 11 millions de sacs, soit le niveau le plus important depuis la campagne 2002-2003. D'après les explications fournies, le Brésil, premier fournisseur mondial, va enregistrer une récolte de 61 millions de sacs, alors que le Vietnam, premier producteur mondial de Robusta, se dirige vers un stock de 31 millions de sacs. Pour sa part, la Colombie, deuxième fournisseur d'Arabica à l'échelle mondiale, s'achemine vers une production de 14,2 millions de sacs en 2018-2019. Ces chiffres confirment la tendance baissière qui prévaut actuellement sur le marché. D'après l'OIC, la campagne 2017-2018 devrait s'achever sur un surplus de sacs de café. Ainsi se referme ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24. Merci à vous, Amandine Agnambossou. Nous nous rendons à présent sur la toile pour la revue de l'actualité web. De l'énergie électrique de qualité disponible à Parakou et à Malanville à partir du mois de décembre prochain. C'est une annonce de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE en commun accord avec la communauté électrique du Bénin CEB. D'une capacité de 161 kV, cette ligne va améliorer la qualité des services de la SBEE dans les départements du Borgou, de l'Albori et de la Donga. Pour Lucien Tossou, directeur général de la SBEE, les dispositions ont été prises pour que le projet ne souffre d'aucune insuffisance. 3 postes d'aiguillage ont été donc créés. Il s'agit des postes de Bembereke, de Kandi et de Malanville. Les populations de la cité des Kobourou et environ pourront désormais se passer des problèmes de baisse de tension. Parlons à présent de l'insalubrité à Cotonou. Le procureur de la République, Elom Mario Metonou, sensibilise et met en garde les mauvais citoyens. Il est descendu samedi dernier dans les rues de Cotonou, notamment sur des axes réputés pour leur insalubrité. L'objectif, constater les effets de la répression sur les habitudes malsaines des populations. Zongo, le fameux dépotoir, les alentours puants de la place Bulgarie, le couloir insalubre qui s'étend de la pharmacie 4 Thérapie à la station Legba, tous avaient meilleur aspect. À chaque étape, le procureur a échangé avec les chefs de quartier, les commissaires d'arrondissement et certains sages sur les dispositions prises pour sensibiliser les populations. Il a martelé sa volonté à appréhender les récidivistes et décourager l'insalubrité conformément à la loi. L'opération de répression a démarré depuis 2 semaines. Les citoyens indélicats sont donc avertis car nul n'est censé ignorer la loi. L'interdiction de l'usage des châtiments corporels dans les écoles peine à entrer dans les habitudes des enseignants. C'est à travers une note de service à l'endroit de ses administrés que le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et professionnel, Maounyo Kakpo, est revenu sur le contenu de la loi 2015-8 du 8 décembre 2015 du Code de l'enfant. Pour lui, il existe bien d'autres moyens de punir les apprenants indisciplinés ou ayant fournir des résultats non satisfaisants, comme énuméré dans les articles 133 et 134 du règlement intérieur. Le ministre invite donc les chefs d'établissement à se conformer au respect strict des tests sous peine d'être poursuivis
par la loi. L'actualité web de ce lundi est aux couleurs des interdictions et sanctions. C'est au tour à présent du ministre de l'Enseignement maternel et primaire de sonner la fin du désordre dans les écoles. Plus de souscriptions et cotisations dans les écoles maternelles et primaires sans l'autorisation du ministre. Salim Kamarou, dans un communiqué, l'a formellement interdit. Il dit, je cite, « Il m'est revenu que dans de nombreuses écoles maternelles et primaires publiques, les directrices et directeurs de leur propre gré et parfois de commun accord avec certains membres des bureaux d'associations de parents d'élèves demandent des cotisations ou souscriptions dont les montants varient entre 2 000 francs CFA et 15 000 francs CFA. » Fin de citation. Désormais, quel que soit l'objet qui sous-tend leur existence, ces cotisations restent formellement interdites. Tout auteur de ces initiatives sera exposé à des sanctions prévues par la loi. Assez de mise en garde donc pour les citoyens béninois, oui, mais pour la bonne cause. Fin de cette actualité du web. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Voilà, c'était donc là une revue de l'actualité web proposée par Marcel Betoro. Nous enchaînons avec le rappel de la météo. Voilà, terminus, tout le monde descend et le stylo aussi. C'est notre instant citation à nous à présent. La citation de ce soir, elle nous vient d'Albert Einstein, vous le connaissez, c'est sûr. Et ça dit ceci, le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Une citation d'Albert Einstein. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés tout au long de ce grand rendez-vous. Je vous retrouve toujours à la même heure demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.